l'année dernière vous présenter différents cas d'usage autour de Power BI, et lorsque Christian m'a proposé de revenir cette année, j'ai dit oui sans hésiter. Donc merci en tout cas de m'avoir proposé ça, et puis toi aussi Sylvain de m'avoir inclus dans ce bel événement. Donc on va passer à peu près 1 heure à parler de data storytelling. Alors j'avais pas du tout vu ou connaissance de tous les slides qu'allait vous montrer Peric, et c'est plutôt bien parce que comme l'année dernière, sans se synchroniser, on a réussi à être assez complémentaires, et je vais pouvoir peut-être accélérer sur la première partie un peu théorique qui présente ce que c'est le storytelling, puisque Peric vous en a un petit peu parlé précédemment. Alors je me présente rapidement. Tristan, je suis le dirigeant d'une société de conseil et de formation sur la data Microsoft qui s'appelle DataPulse. On est une petite boîte, hein, on est en train de souffler notre 3e bougie. On est 8 et on accompagne nos clients sur la construction de solutions, Power BI. Vous avez peut-être entendu parler de Power Apps, Power Automate, voilà, différentes solutions qui permettent de créer des choses intéressantes et concrètes pour prendre des décisions. Petite information pratique pour ceux qui s'intéressent à Power BI, qui est le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui pour illustrer mon propos. Comme l'a précisé Peric, vous avez évidemment d'autres logiciels à votre disposition dans vos entreprises pour faire du data storytelling et de l'analyse de données. Bon, en l'occurrence, Peric et moi, on a pris le parti d'être plutôt spécialisés sur des technos Microsoft, mais tout ce qu'on vous a montré et tout ce que je vais vous montrer ce matin peut évidemment s'appliquer sur d'autres outils et d'autres plateformes. Et donc, j'ai monté une asso qui s'appelle le Club Power BI. Si vous vous intéressez à Power BI, on organise des événements tous les mois à Paris, en province. On a une chaîne YouTube, un forum. Voilà, juste pour vous donner une idée, parce qu'on est quand même dans le West Data Festival, juste pour vous mettre en perspective. Aujourd'hui, on a parfois un discours un peu défaitiste ou décliniste en France. Alors oui, on est à la traîne sur la data, sur l'IA, sur la blockchain. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc ce groupe utilisateur, Power BI en France, on est le 3e au monde. Alors que Paris ou la France n'est pas le 3e le pays le plus peuplé au monde. Donc ça vous donne quand même une idée qu'il y a une communauté, il y a des utilisateurs, il y a un besoin, et il y a un vrai intérêt pour la data en France. Bon, j'ai une chaîne YouTube, un compte Twitter, on en reparlera un peu plus tard. Donc aujourd'hui la thématique c'est le data storytelling. Donc voilà ce que je vais vous présenter pendant cette session. On va redéfinir un peu le terme, même si Peric vous l'a rapidement présenté tout à l'heure. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous, dans vos entreprises, dans vos problématiques, vous devriez vous intéresser à cette discipline, à cet art qui est le data storytelling. Je vais vous faire pas mal de démonstrations sur des sujets d'actualité, politique, sport, Covid, voilà. Il y en aura un peu pour tous les goûts, principalement basé sur du Power BI. Et puis on conclura peut-être dans une phase d'échange. Ok, donc concrètement, j'ai compris ce que c'est, j'ai compris à quoi ça ressemble. Comment moi, demain, DAF, dirigeant, contrôleur de gestion, business analyst, responsable marketing, comment je mets ça en place dans mon entreprise. Alors, j'ai très peu de slides pendant... Alors oui, j'aime bien cette petite animation sur quoi. Ça, c'est du storytelling. Ouais. Voilà. Comment définir le storytelling? Boum. C'était pas préparé, j'avais oublié que j'avais mis cette animation. J'ai très peu de slides pendant cette présentation, ça va être beaucoup de démos. Donc vous avez juste à vous accrocher 5 minutes au début sur la partie théorique, et après ce sera vraiment que de la démo. Alors c'est quoi le data storytelling? Le data storytelling, déjà c'est un art, c'est une discipline qui va vous permettre de raconter une histoire à partir de vos données. Quel est le but? Vulgariser. C'est un domaine qui est très en vogue en ce moment, notamment aux US, et c'est en train d'arriver en Europe, dans le journalisme. Vous avez peut-être entendu parler du data journalisme, de représenter sur des jolies cartes et de réussir à raconter une histoire à partir de faits sociétaux, environnementaux, culturels, démographiques. Voilà. Donc soit c'est dans une optique de vulgarisation pour le grand public. On y retrouve aussi ce domaine dans la télé. À la télé, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les chaînes d'information, il y a de plus en plus de cartes et de dashboards interactifs. On est dans du storytelling. On veut vulgariser une information et la rendre facilement compréhensible. Dans un contexte d'entreprise, l'idée n'est pas de se faire plaisir ou que de vulgariser, c'est aussi de prendre des décisions. Il y a un impact de ROI derrière, une volonté de mieux comprendre son business, de piloter son activité. Donc c'est ça le data storytelling. Alors, maintenant qu'on a dit ça, pourquoi faire du data storytelling? Premièrement, démocratiser l'usage des données.
en vous mettant dans une démarche de vulgarisation et de raconter une histoire, bah, vous êtes certain que votre histoire sera mieux perçue, sera mieux interprétée et analysée qu'un gros tableau PDF de 40 pages que je mets une demi-heure à lire, hein, concrètement. Donc démocratiser l'usage de la donnée. Vous allez pouvoir aussi contextualiser vos analyses, puisque le storytelling il a un aspect dynamique. Donc comme l'a montré Péric tout à l'heure, je vais vous montrer sur différents cas d'usage. C'est vraiment dur hein, de parler avec un masque. Je vais vous montrer sur différents cas d'usage comment filtrer la donnée, etc. Donc vraiment une notion de contextualisation. Sortir de la logique du tableau de chiffres. Hein. Nous aujourd'hui dans les entreprises qu'on accompagne, on bosse beaucoup avec des directions financières, un peu de marketing aussi. Et c'est vrai que souvent les utilisateurs, quand ils passent sur un vrai outil de BI, ils ont tendance à vouloir répliquer l'existant. Ouais, mais j'ai mon tableau Excel. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est souvent ça qui motive le client à passer sur un nouveau projet, mais en même temps, il veut quand même répliquer l'existant. Voilà, le paradoxe de l'être humain. Le data storytelling sert aussi à vous aider à sortir de cette logique du tableau de chiffres pour visualiser vos données autrement, différemment, en utilisant des techniques différentes, des visuels différents, des couleurs différentes. Et puis, je l'ai dit, décider plus vite et mieux, vulgariser, mieux comprendre ce qui se passe. Voilà pour la partie théorique. Je voulais juste bien poser le concept et être certain qu'on parle tous le même vocabulaire et qu'on sait de quoi on parle. Alors, je vais vous montrer tout de suite un premier exemple pour illustrer une première brique de data storytelling. Donc ici, je suis sur un rapport Power BI. Certains d'entre vous qui utilisent Power BI, vous avez peut-être reconnu ce logiciel. Alors je vais passer le détail que Péric a décrit tout à l'heure sur la récupération des données, la collecte, la construction du modèle, enfin tout ce qui se passe en amont d'un projet data pour ensuite faire des visuels. Ça pourrait faire l'objet d'une autre session. Et je pourrais répondre à vos questions aussi si vous voulez à la fin. Je vais passer cette partie-là. Et on va vraiment se concentrer sur la partie haute de l'iceberg qui est l'analyse et la visualisation. Donc ici, j'ai une page d'un rapport sur des données de vente où je vais pouvoir ventiler mes indicateurs par produit, par zone géographique, sur différents axes d'analyse qu'on appelle en data ou en BI des dimensions, hein, des référentiels. Et évidemment, c'est complètement dynamique si je filtre sur un pays, sur un produit. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent du monde Excel, c'est pas mal. Ça vous paraît assez visuel, c'est dynamique, mais concrètement, ce rapport-là, de mon point de vue, ne permet pas du tout de faire du storytelling. Et pourquoi, à votre avis? Des idées? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce rapport? L'animation, vous avez dit? Oui, alors il manque un aspect effectivement un peu animation, guideline, on va dire. Non, on ne connaît pas l'histoire, il n'y a pas de message qui passe. Il n'y a pas de message. Quel est le message? Qu'est-ce que vous voyez là? On voit des chiffres. Hein. Alors pourquoi? Parce que sur ce tableau de bord, il y a trop de visuels. Hein. Déjà, il y a beaucoup trop d'informations que l'œil humain est capable d'interpréter. C'est pas très bien structuré. Un coup, il y a des segments. Un coup, là, pourquoi les trimestres, on les a mis là? Là, j'ai filtré sur Hong Kong. Bah, du coup, quand je cherche à ventiler mes données sur la dimension géographique, ça n'a plus d'intérêt. Donc, il y a pas mal de choses qui font que cette page... elle est pas mal en termes de visualisation, mais elle ne permet pas vraiment de délivrer un message clair et synthétique. Alors maintenant, je vais vous montrer deux exemples qui visualisent les mêmes données, mais différemment. Donc là, je prends exactement les mêmes données en entrée, et en sortie, je visualise les données autrement. Donc cette deuxième page, elle est un peu plus intéressante. Déjà, j'ai épuré le tableau de bord, j'ai mieux choisi les couleurs, j'ai mieux réagencer les visuels, et là globalement on voit assez rapidement ce qui se passe. Par exemple ici j'ai fait des tops, je vois tout de suite que c'est Singapour la meilleure ville, je vois que j'ai une certaine tendance qui se répète sur la ventilation de mes ventes journalières, et puis surtout j'ai beaucoup plus envie de rentrer dans le tableau de bord et de cliquer sur les différents éléments parce que ceux-ci sont mieux structurés, mieux agencés et plus synthétiques. Alors j'ai des techniques qui vont me permettre justement de rentrer. Vous remarquez que, contrairement à tout à l'heure, j'ai pas plaqué les mêmes visuels sur différents niveaux. J'ai fait un visuel ici où je ventile mes données par continent. Et puis ici, je vais pouvoir, à l'aide de petites flèches, faire ce dont rêvent tous les utilisateurs en data, le drill down. Hein, c'est le fait de pouvoir dire, je vois une donnée macro, hop, je veux vite descendre
à une maille plus fine. Donc voilà, un premier exemple qui est un socle nécessaire mais non suffisant pour faire du storytelling, c'est de travailler l'interface, le choix des visuels, les couleurs et l'agencement du rapport. Je vous en montre un deuxième très rapide, c'est juste un autre exemple, c'est toujours les mêmes données, hein, vous voyez comme quoi on est capable de faire des choses très différentes toujours avec les mêmes données. Donc là j'ai choisi un autre template de couleurs, moins de visuels, une autre manière de présenter l'information. Ici par exemple j'ai voulu me concentrer sur un indicateur qui n'était pas du tout représenté avant, où je divise, je calcule le panier moyen en fait. Hein. Je prends le chiffre d'affaires, je le divise par le nombre de commandes, et ça me donne un panier moyen. Voilà. Une information que je n'avais pas représentée sur le premier visuel à gauche. Je reprends ma respiration, c'est horrible. Hein, j'ai plus l'habitude, je suis quasiment que en distanciel sans masque, c'est très compliqué. Pardon ? Est-ce que ça vous dérange si je l'enlève ? Parce que vraiment j'ai beaucoup de mal. Merci. Je ne respirais plus là-dedans. Merci beaucoup. Hein. Je suis vacciné triple dose, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà cette autre manière de visualiser la donnée, où vous le voyez, j'ai pris les mêmes données, et juste en travaillant les couleurs, le choix des visuels et l'agencement, j'arrive déjà un peu plus à captiver votre attention, à captiver l'audience et à vous donner envie de rentrer dans la donnée. Donc à travers ce premier exemple, ce qu'on voit, un élément important notamment, c'est le choix des visuels. Hein. Quel visuel je vais vouloir choisir pour délivrer quel type d'information. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aujourd'hui des outils sur le marché, quand dans une optique de vulgarisation, le choix des visuels est extrêmement important. Alors on va prendre un cas d'usage pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Je l'avais montré d'ailleurs l'an dernier, il me semble, ce truc-là aussi, si mes souvenirs sont bons, pour illustrer cette thématique du choix des visuels. Ici, en bas à droite de l'écran, donc je suis sur une boîte qui vend des produits dans différentes régions, et tout à l'heure Peric l'a mentionné, une analyse très classique en data, BI, y compris dans le domaine RSE, mais en fait on le retrouve dans beaucoup d'autres domaines, c'est je veux me comparer soit par rapport au passé, soit par rapport à mes concurrents, soit par rapport à un objectif, à un budget. Alors là je vous montre un vrai cas d'usage client, alors des données truquées, anonymisées, mais c'est le vrai visuel que nous a demandé le client. Ce que vous voyez ici, c'est en fait des codes magasins, et puis le client nous a dit bah moi ça fait 15 ans que je le visualise comme ça dans Excel, est-ce que tu peux me refaire le même tableau? D'ailleurs vous remarquez qu'on a mis la petite mise en forme conditionnelle comme dans Excel. Est-ce que tu peux nous refaire la même chose dans Power BI? Bon évidemment c'est le client, c'est lui qui paye, je ne vais pas le froisser. Je dis oui, on peut. C'est ce qu'on a fait. Et puis ensuite, vu qu'on est quand même expert de la donnée et qu'on travaille chez plein de boîtes qui ont exactement les mêmes business et les mêmes besoins, on les accompagne, on va leur dire attendez, on peut peut-être vous aider à visualiser la même donnée différemment. Donc ça illustre ce que je vous dis sur le choix du visuel. Je vais vous montrer une autre manière de visualiser la même donnée. Ce sont exactement les mêmes données, sauf que je les visualise différemment. Alors en l'occurrence ici, j'utilise quoi? J'utilise un nuage de points. D'accord? Ce nuage de points, chaque point c'est un magasin, donc c'est les mêmes lignes que vous voyez tout à l'heure dans le tableau. Hein. En X, donc l'axe qui est en bas, c'est le chiffre d'affaires de chaque magasin. En Y, c'est le taux d'atteinte à l'objectif, qu'on voyait dans la mise en forme conditionnelle de la troisième colonne du tableau. La couleur indique si le magasin fait son chiffre ou pas, est-ce qu'il est au-dessus ou... Donc on a quand même repris, il n'y a pas tout acheté dans Excel, attention. Hein. La mise en forme conditionnelle, c'est quand même intéressant comme principe. Donc on l'a repris dans ce visuel, rouge-vert. Et ben là, on voit tout de suite ce qui se passe. Moi, je vois tout de suite par rapport au tableau ce qui se passe. Je vois par exemple, sans avoir à faire une seule lecture précise, mes 3 plus gros magasins ne font pas leurs chiffres. Puisque c'est ceux les plus à droite de l'écran, c'est ceux-là. Vous les voyez ici, je vous rappelle que chaque point est un magasin. A235, A246 et A233, ils sont le plus à droite de l'écran, ils ne font pas leurs chiffres. Je le vois tout de suite, plutôt que de lire mon gros tableau que je vais ensuite exporter en PDF. Donc ici, j'ai vraiment une analyse très interactive, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un outil de BI. Donc en plus, si je veux le recalculer sur une autre période, là on le voit en cumulé, je veux le voir en mensuel. Ah, j'aimerais le recalculer que sur une famille. Donc par exemple ici on a des marques. Hop, le nuage de points. Voilà, par exemple là, j'avais pas préparé, mais je vous fais l'analyse en live. Mai 2019,
sur la marque Abibas, vous remarquez qu'on a été assez créatif dans l'anonymisation de la donnée, et bien là, vous voyez, par rapport au tableau là, on voit tout de suite ce qui se passe. Le message est clair. Tous mes gros magasins font leurs chiffres. D'ailleurs, A82 et A85, ils font bien leurs chiffres par rapport à... Et en plus, ils contribuent assez fortement au chiffre d'affaires. Puis on a des petits curseurs, donc on va pouvoir faire un focus que sur les gros magasins, que sur les petits magasins. Alors attention, hein, là je vous montre un exemple sur des magasins, prenez du recul. Hein, souvent les clients qu'on accompagne, le plus dur c'est que vous arriviez, là vous assistez à une présentation, vous voyez des magasins. Mais transposez-vous dans vos cas d'usage, on s'en fout que ce soit des magasins. Ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des produits, ça peut être des agences, ça peut être des business units, ça peut être X, peu importe. Il y aura toujours les mêmes techniques de modélisation sous-jacentes, hein, collecte de données, construction des indicateurs, et il y aura toujours cette même manière de visualiser la donnée. Donc voilà, je voulais vous partager cet exemple. Le nuage de points, c'est un visuel qu'on adore chez DataPulse, qu'on utilise énormément. Et vous le voyez, là on n'est pas du tout dans une optique de trouver des corrélations. Hein. Souvent c'est un visuel qui est associé à la data science ou au predictive analytics. Là pas du tout, je ne cherche pas à trouver des corrélations entre mes magasins. J'essaie juste de les clusteriser, de les segmenter sur des critères que j'ai arbitrairement choisis. Donc voilà pour ce premier exemple qui illustre l'importance du choix du visuel dans le fait de délivrer un message clair. Juste un petit sondage, et vous ne me vexerez pas si vous ne choisissez pas la bonne option. Qui préférait le tableau pour visualiser le budget? Personne. Et du coup, qui préférait le nuage de points? Tout le monde, j'imagine. Ouais. Bon bah voilà, donc je crois que ça illustre plutôt bien ce qu'on s'est dit. Alors évidemment, le data storytelling, ça nécessite aussi de l'accompagnement. Si j'avais pas pris la peine de vous expliquer pendant 2-3 minutes comment lire ce visuel, c'est quoi l'axe X, c'est quoi l'axe Y, que signifie la couleur du point, comment je peux filtrer la donnée, bah, peut-être que vous n'auriez pas forcément tous voté tout de suite pour ce visuel. Hein, il y a un temps d'adaptation. Quand vous construisez des visuels, il faut vous adapter aussi à votre audience, à vos utilisateurs finaux. Il faut les accompagner. En l'occurrence, sur ce cas d'usage, le dirigeant qui m'avait demandé le tableau, bah, au début, il y a eu des difficultés à comprendre ce visuel. Il a fallu passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, à refaire un call. Mais attends, mais je comprends pas pourquoi là ce point il est à droite. Parce que parfois on a face à soi des gens, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de culture de la donnée et de se dire, bah, ok, là tu me visualises une donnée qui est différente, enfin j'ai l'impression qu'elle est différente, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour m'expliquer. Donc ça nécessite un petit peu d'accompagnement, mais cet accompagnement, il ne faut pas le voir comme un coût, mais comme un investissement. Hein, vous allez passer 1 heure à expliquer ça à votre dirigeant, à votre patron, aux commerciaux qui saisissent mal les données dans Salesforce, mais une fois que vous aurez mis en place tout ça et que vous les aurez coachés, bah ça a vraiment une vraie utilité, une vraie valeur. Je voulais vous partager d'ailleurs un truc intéressant à ce sujet, toujours sur cette thématique du choix du visuel et des nuages de points. Il y a un mathématicien qui s'appelle Hans Combe, qui s'est amusé, alors chacun ses petits plaisirs, hein. En fait il a simulé plusieurs jeux de données, d'accord, qui ont les mêmes propriétés mathématiques. Alors attention, on va refaire un petit peu de maths. Moyenne, ça va je pense. Écart type, ouais. Coefficient de corrélation linéaire. J'ai 2 variables x, y, je regarde si elles sont corrélées. Donc en fait, il a généré un jeu de données, vous le voyez. Donc ça c'est un jeu de données, puis un deuxième, puis un troisième. Donc vous imaginez des colonnes. Et ils ont exactement les mêmes propriétés mathématiques. Si je les visualise uniquement sous la forme d'un tableau, je peux avoir l'impression qu'il n'y a aucune différence entre ces jeux de données. Pourtant, si j'utilise un autre visuel pour visualiser la même donnée, voilà ce que ça donne. Donc par exemple, ce dinosaure a exactement les mêmes propriétés mathématiques que ce cercle, ou bien que cette étoile. Alors c'est perturbant, hein. Alors qu'est-ce que ça montre cet exemple? Ça illustre aussi ce que je vous explique juste avant sur le choix du visuel. Parce que finalement, oubliez le nuage de points, si je visualise que ma donnée sous la forme d'un tableau, je ne détecte aucune différence dans mes jeux de données. Et donc je vais certainement dire une conclusion à mon manager du style il n'y a pas de différence significative entre ces différents clients, entre ces différents fournisseurs, entre ces différents
produits, hein, alors qu'en fait, il y en a plein. Mais on ne peut les détecter qu'en utilisant intelligemment d'autres manières de visualiser la donnée. Et donc effectivement ici, ce dinosaure a exactement les mêmes propriétés mathématiques que ces différentes formes géométriques, et donc ça peut me mener à avoir des interprétations différentes ou une lecture, une grille d'analyse différente. Alors je ne vous raconte pas les maths ultra complexes qu'il y a derrière pour réussir, en fait c'est de l'optimisation sous contrainte. Il génère un nombre de points aléatoires et ensuite il prend 3-4 points pour se débrouiller pour réatterrir sur le truc. Bon, c'est très compliqué derrière, peu importe, on ne va pas rentrer là-dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le livrable, et c'est ce fameux choix de visuel. Donc voilà cette thématique. Je vais passer à une deuxième thématique. Avant cela, est-ce qu'il y a une question là-dessus, sur le nuage de points, le choix des visuels, des remarques? Qu'est-ce que ça vous inspire? Hein? Rien pour l'instant? C'est des visuels que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui dans vos entreprises? Pas trop? Vous êtes plutôt tableau, courbe, histogramme? Voilà. Bon bah là j'espère que ça vous montre ou ça vous encourage à creuser. Alors peut-être que parfois il y a des cas d'usage où c'est pas du tout intéressant. Peut-être que vous allez être convaincu, mais vous allez vous dire oui mais moi, mon chef, jamais il lira ça. Hein. Donc là c'est de l'accompagnement et c'est de l'adaptation à votre audience. Juste en oui. partage d'expérience, j'ai navigué un temps dans une boîte où la direction refusait absolument tout visuel. Pour laisser justement le management, comment dirais-je, prendre le temps de faire sa propre interprétation et de naviguer dans des tableurs. Ouais. Des pages et des pages de tableurs, c'est une école, des pages et des pages de tableurs sans aucune couleur, ni gras, ni... noir sur fond blanc, et voilà. C'est de la maltraitance. Du sadomasochisme. C'est un opposé évidemment extrémiste, hein, il y a longtemps de ça, mais il faut aussi avoir conscience qu'avec ce type d'outil, effectivement, celui qui imagine le visuel a le pouvoir aussi de filtrer, de sélectionner, d'attirer l'œil, et là c'est toute finalement le travail avec le client du tableur ou du visuel. Tout à fait. Que le travail itératif doit se faire pour arriver. Tout à fait. Ah, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a eu des questions dans la session d'avant sur oui, mais finalement, le problème c'est l'accès à la donnée et la collecte. Alors complètement, comment je fais pour accéder à ces données, comment je les modélise. Si on oublie cette contrainte-là, qui est énorme et qui est souvent une grosse partie d'un projet data, il y a souvent une autre problématique, c'est une fois que j'ai ces données-là, comment je les valorise et comment je les visualise. Et là, effectivement, c'est là où c'est intéressant de travailler avec des boîtes ou des experts qui peuvent être internes ou externes, qui vont vous aider non pas à se dire « Ok, ça c'est comme ça que tu visualisais avant, je vais refaire pareil », mais plutôt de se concentrer sur le besoin métier sous-jacent. Hein. C'est quoi le but final? Et moi ensuite, avec mon expertise data plus sectorielle, je vais te proposer peut-être des choses qui sont plus pertinentes. Et c'est là où il faut être force de proposition et pas forcément prendre tel quel le besoin brut tel qu'il est exprimé par l'utilisateur final. Aussi... Non, disons que j'ai construit des jeux de données pour que ce soit plus parlant, oui, effectivement. Alors, c'est toujours le risque avec la donnée. Je vais vous écorcher une citation de Churchill qui disait un truc du style-là, je ne crois que aux données, aux statistiques que j'ai moi-même créées, un truc comme ça. Effectivement, vous avez raison. On peut tout faire avec la donnée, et si on est suffisamment malin pour savoir comment la représenter, on peut, par exemple, si on prend le cas du nuage de points, on peut glisser subtilement 2-3 filtres pour enlever ce qu'on appelle les outliers, hein, donc les points qui posent un peu problème. Effectivement, donc ça peut poser un problème. Dans ce cas-là, ce qui est important, et je vais en parler dans la deuxième partie de ma démonstration, c'est pas seulement le front, donc la manière dont on le visualise, mais aussi le back, le socle, c'est-à-dire est-ce que la donnée brute sous-jacente, est-ce qu'elle est de qualité, et est-ce que moi, utilisateur final, j'y ai accès, puisque finalement, on me présente un visuel, mais si moi, j'ai accès à la donnée brute sous-jacente et que je sais aussi la triturer, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle en data ou en BI une recette, hein, je vais pouvoir comparer le chiffre qui m'a été présenté subtilement ou habilement dans tel visuel avec moi, ma vision des choses. Voilà, donc c'est comme ça qu'en général, on essaie de pallier à ces mauvaises intentions qu'il pourrait y avoir parfois dans l'utilisation de la donnée. Mais bonne. Alors il y aurait différentes manières de faire. Par exemple, là-dessus je pourrais jouer sur la couleur. C'est-à-dire ma couleur au lieu d'être... parce que finalement là j'ai deux informations redondantes.
Oui. Ma couleur ici, Au-dessus de 100. finalement, elle est déjà au-dessus du 100%, Absolument. donc je pourrais l'utiliser pour la comparaison N-1, par exemple. Ou alors, il y a une autre propriété du nuage de points que d'ailleurs ici j'ai exploité et que je ne vous ai pas détaillé. D'ailleurs, ça aurait été magnifique que je mette directement le N-1, comme ça vous auriez été scotché, mais c'est malheureusement pas ce que j'ai mis alors que j'aurais pu le faire. J'ai utilisé la taille de la bulle pour représenter le nombre. Donc là, chaque point ici c'est du chiffre d'affaires et la taille de la bulle c'est la quantité vendue. J'aurais pu mettre le N-1 par exemple. Vous voyez. Donc même quand on a l'impression que c'est pas possible, il y a des subterfuges, il y a des solutions, il y a des propriétés. Alors par contre, faut faire gaffe à pas basculer dans trop d'informations tue l'information, hein, premièrement, et il faut faire attention à ne pas perdre l'utilisateur. Et là-dessus, quand on est dans le monde Excel, on va avoir tendance, par exemple, à vouloir tout mettre sur un tableau. Dans Power BI, vous l'avez vu tout à l'heure, enfin que je dis Power BI, mais dans un outil de BI, vous allez pouvoir, dans ce cas d'usage par exemple, construire deux visuels. Vous allez faire un visuel avec ce nuage de points, et puis vous allez faire une courbe avec l'évolution nn-1, et quand vous cliquez sur la courbe, le nuage de points se recalcule. Vous voyez, c'est une autre manière de réfléchir et de penser la donnée. Ça répond à la question ? Ouais. Ok, on avance. C'est toujours intéressant de récolter le feedback de l'audience, puis il y a plutôt des bonnes remarques et des bonnes questions. Alors, ce qu'on a vu là, on a beaucoup parlé de visuel, de couleurs, de choix de représenter la donnée. Ça, c'est un socle nécessaire mais non suffisant pour faire du storytelling, de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, là, dans ces cas-là, on a beaucoup parlé d'interface, ce qu'on appelle l'UI, la User Interface. Mais dans un bon tableau de bord data, dans un bon tableau de bord BI, il n'y a pas seulement l'UI, il n'y a pas que le choix des visuels et le choix des couleurs qui importent. Il y a d'autres choses. Est-ce que vous voyez vers où je veux vous... Alors je vous ai spoilé tout à l'heure avec la slide qui est apparue rapidement. Vous voyez là où je veux vous emmener ou pas ? L'UX, exactement. Alors quelle distinction aujourd'hui vous faites entre l'UI, on a beaucoup parlé de ça jusqu'à présent dans cette démo, dans cette presse, et l'UX, la User Experience. Vous voyez pas trop la différence, c'est normal. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui là-dessus, sur ce sujet. Alors une bonne manière de l'illustrer, c'est le ketchup. Je sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. Alors ce qui est très drôle, c'est que je donne cette présentation depuis plusieurs années, je la réadapte toujours en fonction de l'actualité. Et puis, il y a quelques mois, je suis tombé sur ce truc-là sur LinkedIn que j'ai trouvé absolument génial pour vulgariser quelle est la différence entre l'UX et l'UI. Alors on va prendre 2 bouteilles de ketchup. Je ne fais pas du tout de placement de produit, je ne travaille pas chez Heinz, je précise, ce n'est pas non plus mon client. Première bouteille, en verre. Alors vous ne le voyez pas, mais c'est du verre, hein, d'accord ? Donc c'est une bouteille en verre qui contient du ketchup. Elle a une bonne UI, une bonne interface, hein, une belle bouteille en verre, on peut la garder chez soi, pourquoi pas, pour de la déco après une fois qu'elle est vide. Donc elle a une bonne UI, une bonne interface. Par contre, en termes d'UX, en termes d'expérience utilisateur, à l'usage, vous voyez là où je veux en venir ? Hein ? Quand il reste un peu de ketchup à la fin, on est obligé de mettre de l'eau presque pour... hein ? Ou alors on la jette, et du coup, problème d'RSE, Péric va nous dire qu'après on n'a pas le bon indicateur, on gaspille du ketchup. Bon, à l'UX, pas top. A l'inverse, vous prenez le même contenu, hein, le ketchup, mais dans un contenant différent. Cette fois-ci, c'est une bouteille en plastique qui en plus a un bouchon qui permet d'être retourné. Bon, là, l'UI, l'interface, elle est moins belle. C'est pas une jolie bouteille en verre. A priori, vous n'allez pas garder ce type de choses-là en déco chez vous. Hein, un truc en plastique, bon, vous allez le jeter à la fin. Donc c'est un peu moins écolo d'ailleurs. Donc l'UI est pas top. Par contre, en termes d'UX, hein, en termes d'expérience utilisateur, à l'usage, bah, c'est quand même plus pratique. Parce que le produit est orienté. A priori, quand il restera très peu de ketchup, bah, je pourrais facilement l'extraire quand même. Parce que le produit a été pensé pour avoir une bonne UX. Alors maintenant qu'on a mieux compris cette distinction entre UI et UX, la vérité c'est qu'un bon tableau de bord, j'allais dire Power BI, mais BI, data, bah, trouve justement le bon équilibre, hein, la bonne sensibilité, le bon curseur entre l'UI, hein, et l'UX. Alors ça veut dire quoi ? Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé d'UI. Interface, visuel, couleur, disposition, etc. Si on veut travailler l'UX, l'expérience,
il va falloir se mettre à la place de l'utilisateur final. S'imaginer ce que lui va vouloir faire avec la donnée en bout de chaîne à la fin, comment il va la consommer sur tablette, sur téléphone, sur PC, en statique, en dynamique. Est-ce qu'il a besoin d'internet? Est-ce qu'il a pas internet? Nous actuellement on accompagne par exemple Canal+ International. Donc on fait des tableaux de bord pour l'Afrique, l'Asie. Canal+ est très présent à l'international, je ne sais pas si vous le savez, mais d'ailleurs ça cartonne beaucoup plus qu'en France, où maintenant ils ont une moins bonne image. Bref, en Afrique, on a certains dirigeants de pays qui nous ont dit nous, les tableaux de bord que vous avez faits, les commerciaux, les gens qui vont sur le terrain, ils n'ont pas internet. Donc il faut que vous pensiez le tableau de bord avec une bonne UI, mais surtout une UX qui va permettre de consommer le tableau de bord en dépit du fait qu'on n'a pas internet. Vous voyez? Donc là, dans ce cas-là, il faut se mettre à la place de l'utilisateur final pour penser l'UX et pour penser comment ça va être consommé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, si on parle vraiment en termes de contenu, il faut travailler un point fondamental qui est la navigation. Dans une appli, dans une page web, l'UX se travaille surtout par la navigation. Comment j'amène mon utilisateur final à commander tel produit, à commander une formation DataPulse par exemple, je dis ça comme ça. Comment je l'amène à travers une bonne expérience à pouvoir cliquer là où je veux et à l'amener là où je veux l'amener. Donc là ça m'amène à un point fondamental de la démonstration que je vais vous illustrer avec 2-3 exemples, qui est comment dans un tableau de bord data interactif travailler cette UX, cette navigation. Alors je vais vous montrer un exemple. On va parler un petit peu de comptabilité. Alors désolé, je vous avais pas promis qu'on parlerait que de sujets sexy aujourd'hui. Je vous ai promis du foot, ça va venir, de la politique, du Covid. Là on va parler pendant 5 minutes de comptabilité. C'est parfait. Voilà. Sylvain j'ai fait ça pour Sylvain. Voilà. Sylvain m'a invité, il m'a dit je veux que tu parles de compta. Donc on va parler de compta. Ça parle à tout le monde, un grand livre, des écritures comptables, un compte de résultats, un bilan. Bon. Soyez rassurés, si vous ne maîtrisez pas cette partie-là, c'est pas très grave, vous allez comprendre le principe. Donc chez DataPulse, on a mis en place un tableau de bord qui permet d'analyser les différentes données comptables et financières. Donc là, vous avez quelques exemples à l'écran. Le point de cette démonstration, c'est de se dire comment je travaille l'UX, comment je travaille l'expérience pour que l'expert comptable, le DAF, le contrôleur de gestion, le DAF à temps partagé, l'expert en contrôle de gestion, puisse facilement naviguer dans le rapport et trouver l'information qu'il souhaite. Alors, il y a un cas d'usage intéressant dans la compta. Donc là, vous voyez un compte de résultats. Je vais zoomer un petit peu pour ceux qui sont au fond de la salle. Donc là, vous voyez un compte de résultats qui est retravaillé avec des comparaisons. Là, vous voyez, par exemple, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, je crois que c'est vous qui avez dit, il y a certains cas où on est face à une population qui a l'habitude de visualiser comme ça. Effectivement, ça va être compliqué de proposer à un expert comptable autre chose qu'une matrice pour visualiser un compte de résultats. Je le conçois. On peut proposer des choses complémentaires, mais disons que s'il n'a pas son compte de résultats en tableau, il risque de ne pas trop regarder ce qu'on lui a fait. Donc ça illustre ce que vous avez dit. Et alors un cas d'usage intéressant, c'est que souvent les populations, les métiers du chiffre nous disent « Super, mais j'aimerais bien vite pouvoir retrouver le détail qui compose ce chiffre-là » vers une page de détail où je vais retrouver mon 929 000. Donc là, je retrouve un tableau propre, prêt à l'emploi, où j'ai tout le détail de mes écritures comptables en year to date. Voilà. Là, vous ne l'avez pas vu, parce que c'est ça l'UX. En fait, ça, ce que vous voyez là, c'est une page cachée de mon rapport. Elle n'est accessible que via un clic droit extraction ou que via un bouton donne-moi le détail. Vous voyez? Et c'est ça l'UX. C'est qu'on a pensé la chose, alors attention, je ne dis pas que c'est parfait, mais on a plutôt des bons retours là-dessus. On a pensé la chose de telle sorte de se dire, ok, ça n'a pas de sens de donner accès à une page comme celle-là sur l'ensemble des écritures comptables. Les experts comptables sont parfois un peu... peut-être que ça pourrait leur plaire d'avoir... Sylvain, tu nous diras. Mais... Bon, nous, on a décidé que c'était pas forcément pertinent. Donc on s'est dit, on va masquer cette page et on va la rendre disponible uniquement lorsque l'utilisateur a d'abord fait une pré-analyse macro. Je précise, ici je l'ai fait sur le chiffre d'affaires, mais vous l'avez compris, c'est dynamique. Si je veux le faire sur un autre agrégat, par exemple, je vais cliquer ici sur une autre période et je veux voir le détail de mes frais centraux, par exemple. Donc là, il est en train de recalculer. J'ai 49 000 de frais centraux cumulés. Bon, vous l'avez compris, c'est pas que sur le chiffre d'affaires ce qu'on a fait. Et hop,
on a accès au niveau de détail. Donc là, on est vraiment sur de l'UX. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est une page cachée qu'on ne rend disponible que lors de certaines interactions. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, on a aussi pensé UX. Pourquoi? Petite question. À votre avis, est-ce qu'il n'y a pas parfois des cas où ça peut poser des problèmes le clic droit? Bingo. UX. Il se passe quoi si mon utilisateur il veut visualiser son tableau de bord sur tablette et qu'il veut avoir le détail de ses écritures? Si je ne réfléchis pas à l'UX, là on se dit on a fait une extraction qui marche bien sur PC. Mais l'UX, on vient de le dire en introduction, c'est je dois anticiper comment mes utilisateurs vont consulter la donnée, Internet, pas Internet, PC, mobile. Et donc en l'occurrence ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé l'UX pour des gens qui potentiellement ne consulteraient pas ce tableau de bord interactif comptable sur un PC, mais sur une tablette ou sur un mobile. Et donc ici, si on reprend les frais centraux, lorsque je clique, ici j'ai un petit menu qui apparaît et je vais pouvoir faire un clic supplémentaire. Donc c'est pas un clic droit, hein, c'est une autre manière d'avoir l'extraction qui a été pensée pour des gens qui consulteraient le tableau de bord sur autre chose qu'un PC. Voilà. Donc là on s'est adapté à ce que proposait Power BI, c'est peut-être pas parfait, mais au moins ça permet d'avoir du contenu intéressant et ça permet vraiment d'avoir cette vision, chez DataPulse on appelle ça une vision en entonnoir, c'est-à-dire la possibilité et la capacité d'un outil à pouvoir passer d'une vision macro à micro en à peu près 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cet exemple? Alors, évidemment, cette navigation, on la retrouve dans différents cas d'usage de la data. En introduction, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré le drill down. Je visualisais les ventes par continent et puis j'ai cliqué sur des petites flèches et je suis descendu à une maille plus fine. Là, je vous ai montré comment naviguer vers une page de détail cachée qui permet d'avoir accès à d'autres informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette technique, avec des outils comme Power BI, on peut s'en servir pas forcément sur des matrices, mais sur n'importe quel type de visuel. Je vous montre un exemple intéressant. Ça, c'est pour illustrer les capacités cartographiques aussi d'un outil comme Power BI. Ici, est-ce que vous reconnaissez où c'est, cette carte? C'est pas en France. Je vous donne un indice. Regardez ce truc-là. Là. Bingo, bien joué. Franchement, vous y avez vécu ou... Je sais plus qui a répondu. Moi, vous faites un master en géographie? Bien, non, c'est Londres, effectivement. Donc ce sont les différents quartiers de Londres. Alors, on visualise une donnée qui est pas très fun. Ce sont les crimes. Bon. Alors évidemment, là, on visualise les crimes bruts. Il faudrait les ramener à la population qui vit dans chaque quartier pour avoir un ratio de comparaison. Bon, je ne l'ai pas fait là, peu importe. Donc là, ce sont le nombre de crimes survenus à Londres depuis je ne sais plus combien d'années. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette vision, on va dire, je veux passer du global au spécifique, on peut la faire avec un drill down, on peut la faire avec un clic droit, amène-moi sur cette page, et puis on peut aussi embarquer des visuels. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici, c'est que, voilà, je zoome, là on est sur le quartier de Westminster, donc on a un premier niveau de carte où on visualise les crimes à la maille. Alors j'ai plus le vocabulaire, je crois que ce sont ce qu'on appelle en anglais les boroughs, hein, si j'essaie de le faire avec l'accent. J'ai vécu à Londres, dans ce quartier d'ailleurs, donc il aurait fallu que je fasse gaffe, apparemment. Mais je crois que j'étais plutôt par là, j'étais pas par là. Et donc là, je visualise les crimes de Westminster, donc dans le quartier de Westminster, à une maille plus fine. Hein, donc on est toujours dans cette optique du UX et de navigation et de comment j'amène mon utilisateur à passer d'une vue macro à une vue micro en entonnoir. Et donc là, je vois en fait, si vous voulez, les différents quartiers de Westminster et je redécoupe ma carte pour voir les crimes qui apparemment, quand je regarde Westminster au global, j'ai un gros point bleu, plus bleu que les autres. Et en fait, je vois qu'apparemment, ça a l'air d'être surtout à l'est de Westminster qui a le plus de crimes. Okay, donc c'est juste pour vous illustrer le fait que cette navigation, vous pouvez la travailler de différentes manières. Un clic droit, un clic donne-moi l'extrait, un drill down avec une flèche, ou ce qu'on appelle dans Power BI une incorporation de visuel dans un autre visuel. Là encore, on est vraiment sur de l'UX. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, cette carte que vous voyez là, c'est une page de mon rapport Power BI que j'ai caché. Vous ne le voyez pas ici, mais en fait, je peux cacher des éléments. Et j'ai préparé cette page parce que je savais qu'elle serait utilisée dans le contexte spécifique qui est l'utilisateur va passer la souris à cet endroit-là et donc ça va filtrer sur le quartier correspondant. Vous voyez ? UX, là on est vraiment sur de l'UX. J'anticipe, enfin j'essaye d'anticiper comment mon utilisateur va consommer la donnée. Et donc vous le voyez, on peut le faire avec des outils comme Power BI sur n'importe quel type de visuel. Hein, prenez du recul. Là je vous montre des nuages de points, des cartes, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Peu importe. Alors il y a peut-être des gens dans la salle qui se disent oui mais moi je suis tellement loin de tout ça, on n'est pas prêt dans mon entreprise à aller jusqu'à ce niveau de détail. Alors c'est pas grave, si vous venez à ce genre d'événement c'est aussi pour voir ce qui se fait ailleurs, pour développer votre curiosité, et puis vous pouvez adopter une stratégie des petits pas. Hein, vous n'êtes pas tout de suite obligé d'avoir la super carte interactive avec votre découpage administratif de votre entreprise. Démarrez petit. Vous faites un premier visuel, vous travaillez la visualisation. Vous pouvez faire des méthodes qui existent aujourd'hui en marketing, de l'A/B testing. Par exemple, vous livrez une première page plus classique à un certain groupe d'utilisateurs, puis vous allez livrer la même page, enfin, qui visualise les mêmes données mais avec des techniques comme celle-là à d'autres utilisateurs, et puis vous comparez l'adoption. Vous allez comparer, s'il y a un groupe qui me pose 10 questions sur la première méthode, ça veut dire qu'il l'utilise. Si je vois, parce que dans Power BI on peut récupérer ce qu'on appelle les statistiques d'usage, donc je peux voir après comment les gens analysent et est-ce qu'ils vont sur le tableau de bord ou pas. Voilà, après vous pouvez mesurer justement cette adoption et voir si vous voulez creuser cet aspect storytelling ou pas. Voilà. Donc c'est juste pour vous rassurer sur ceux qui pourraient se dire là, à la réaction de tout ça, c'est bien, mais là c'est un consultant dont c'est le métier, il a préparé sa démo, c'est beaucoup trop loin de ce que je fais. Pas du tout, vous pouvez rapidement le mettre en place. Hein. Oui, il y a une question ? Ouais, entre vue macro, vue micro, combien de niveaux possibles, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors là c'est une question très, très générale. Je vais faire une réponse de consultant qui est quoi à votre avis ? Ça dépend. Donc, au bout de 3 niveaux, c'est sens, En fait, vraiment, ça va dépendre. Il y a 3 types de hiérarchies dans les entreprises. Enfin, quand on veut faire du drill down ou de la navigation, il y a les hiérarchies temporelles, année, quarter, mois, jour. Il y a les hiérarchies géographiques, c'est ce que je viens de vous montrer là. Et là, ça va dépendre déjà de vos données. Est-ce que vos données vous donnent la possibilité de forer sur N niveaux, 3, 4, 5 niveaux. Donc là, ça va dépendre de la granularité minimale, le niveau de détail le plus fin auquel vous avez accès dans vos données. Ça va dépendre aussi de vos référentiels. Est-ce que vos référentiels associent par exemple justement à chaque ville une région, un département, pardon, une région, un groupe, un pays, et auquel cas vous aurez la possibilité technique de pouvoir faire du drill down sur plusieurs niveaux. Donc il y a vraiment cette première grille d'analyse, c'est est-ce que la donnée à laquelle j'ai accès me permet de faire ce forage multiniveau. D'accord ? Mais je pense que la question était plutôt, on va supposer que j'ai les données pour, et finalement, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en termes de data visualisation pour se dire, là, dans ce cas-là, je dois représenter N niveaux. Alors je pourrais aussi laisser Péric répondre s'il veut après. Vas-y. J'allais dire, si on transpose celui-ci sur une analyse pour driver une équipe de force de vente par exemple, si le manager, le chef du secteur, il va vouloir causer effectivement à ses commerciaux de terrain au quartier quasiment, puisque si j'ai un nombre de points de vente et là j'ai en bleu foncé le chiffre d'affaires ou le nombre de visites concluantes, et puis dans toutes les zones blanches, je peux effectivement réorienter ma force de vente pour... Et donc le chef des ventes régionales peut-être a besoin effectivement d'aller aussi finement que cela. Le patron de la BU beaucoup moins bien sûr, il va peut-être travailler sur le... Et donc en fait en fonction aussi du client et de la capacité du jeu de données à l'origine effectivement, encore que sur la géographie c'est assez simple parce qu'en fait avec un point d'adresse, une adresse, les outils Microsoft en règle générale vous retrouvent le point GPS et toute la hiérarchie... Vous l'embarquez, pour ainsi dire. Une hiérarchie que vous n'auriez peut-être même pas dans votre outil de transaction, votre logiciel commercial. Voilà. Donc après, ça va dépendre du cas d'usage. En fait, j'ai envie de vous répondre. Ce qui est intéressant, c'est de se laisser la porte ouverte, d'avoir les données pour le faire,
et d'avoir les outils qui vont permettre justement de faire les ajustements. Là, on l'avait visualisé sur 2 niveaux, peut-être qu'en faisant 2-3 clics, on pourrait mettre un 3e niveau intermédiaire, ou voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va vraiment dépendre de plein de choses, plein de paramètres. Pas de limitation, en fait. Pardon ? Pas de limitation. Il n'y a pas de limitation technique. Hein. Vous pouvez faire la technique de l'extraction que je vous ai montrée là. Là, par exemple, on est en train de travailler avec un logiciel comptable qui s'appelle MyUnisoft, où on envisage de mettre en place un 2e niveau de détail, où en gros, à l'écriture comptable, on pourrait faire un clic droit, 2e niveau de détail, donne-moi la pièce jointe, enfin la pièce correspondante en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui vous fait dire que c'est un outil interne, mais c'est un outil collaboratif qui permet de collaborer avec... Alors là, je vais répondre pour Power BI, d'accord ? Parce que après, je ne suis pas forcément expert sur les autres outils. Donc si on parle de Power BI, le tableau de bord que je vous montre là, je suis connecté avec mon compte DataPulse sur un portail collaboratif accessible sur tablette, téléphone, PC, etc. Je peux le partager en 2 secondes à n'importe quel collaborateur interne DataPulse, à mes collègues. Je peux aussi le partager à Peric, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas dans ma boîte, et à d'autres personnes, des partenaires, mon expert comptable. Donc je peux tout à fait partager le tableau de bord à des personnes extérieures à mon organisation. Après se pose la question de... Alors j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur les licences, etc. On pourra en parler après si vous voulez, parce qu'évidemment tout ça n'est pas gratuit, mais c'est une licence qui coûte 8 € par mois par utilisateur. Je referme la parenthèse. Il y a une deuxième sous-question dans votre question qui est: est-ce que c'est possible ? Bon, oui. Et la sécurité, c'est... mais quand je partage, est-ce que je peux restreindre des droits, par exemple, soit sur certaines pages, ou je veux toutes les pages, mais que sur un périmètre ? La réponse est oui. Hein. Power BI permet tout à fait ça, il a été conçu pour ça. C'est avant tout une plateforme collaborative où vous allez pouvoir mettre en place des règles de sécurité. Pour vous donner un exemple concret, je vous parlais tout à l'heure de notre accompagnement chez Canal+ International. On a construit un cube, un jeu de données Power BI, ce que vous avez appelé vous un ensemble de données pour la direction globale qui a la vision sur tout le business. Quand on partage des tableaux de bord en filiales, chaque DAF et chaque DG de chaque pays ne voit il voit le même tableau de bord que les autres, mais que sur son périmètre. Tout à fait. Et ça marche sur tablette, téléphone, PC, etc. Donc est-ce que c'est simple à mettre en place ? C'est pas si compliqué, mais c'est pas du clic-bouton. Il y a un besoin d'avoir une expertise sur ce logiciel pour mettre en place ce type de règles, mais techniquement c'est possible. Ça... Oui. Alors il y a plusieurs choses. Tout le monde a entendu la question ou pas ? Ouais. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a un aspect prédictif et puis il y a un aspect analyse des causes. Par exemple, de mon point de vue, ce n'est pas faire du predictive analytics que de dire à la lecture de cette carte, on va mettre plus de flics ici. C'est juste une analyse factuelle, causale, explicative de la carte. Donc c'est le premier niveau d'analyse possible et qui est déjà permis par ce type de tableau de bord. Après, si on rentre dans un scénario un peu plus Minority Report, où on veut prévoir les crimes à l'avance, des choses. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je vous recommande. Alors, à l'époque, c'était un peu de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des techniques, des algorithmes qui vont en fait essayer de modéliser des scénarios et de croiser ces données-là factuelles avec des données sociétales, économiques, culturelles, différentes données pour essayer de faire ce qu'on appelle du profilage et de prévoir certains événements futurs avec une probabilité associée. Si on se concentre uniquement sur Power BI c'est avant tout un outil d'analyse et de restitution sur des données qui sont passées, figées, historisées et qu'on va vouloir visualiser. Néanmoins, il existe des outils. Donc, dans Power BI, on a des langages qui permettent de programmer. On a un langage qui permet de créer des KPI, des ratios, des choses comme ça. Et puis ici, pour les plus geeks d'entre vous, on a, ça vous parle ça ? R et Python, qui sont des langages statistiques. Alors, je vais employer ce terme que je déteste, employer un terme à travers, de data science, de big data. Ça veut dire quoi ? En tout cas, ce sont des langages qui sont intégrés dans Power BI. Et là, vous allez pouvoir appeler des librairies, par exemple, qui vont vous calculer des scores, d'essayer de faire des prédictions basées sur des données.
Là, après, se pose la question de la légitimité de l'algorithme, quelles sont les clés qu'il utilise, quels sont les facteurs qui vont influencer. Donc voilà. Donc techniquement, il existe des possibilités. Après, quand vous dites, est-ce que moi, je fais ça à titre perso, nous, DataPulse, aujourd'hui, on a un positionnement où, sans vouloir être, comment dire, désagréable hein, vis-à-vis de ces... aujourd'hui, il y a trop de buzz autour du big data et de la data science. Nous, notre pari, c'est de dire aux boîtes, et y compris sur des analyses de crimes, commencez d'abord par visualiser concrètement votre chiffre d'affaires par marque, par genre, par magasin, comparaison N-1, quels sont les top produits. Ouais. Si je prends l'exemple de Londres, bah déjà, ça serait pas mal qu'ils sachent exactement où sont les crimes, où sont les machins, avant de vouloir faire du prédictif. Donc il y a vraiment ce socle de base qui, de mon point de vue aujourd'hui en entreprise, n'est pas là. Il y a une lutte énorme aujourd'hui des entreprises juste pour pouvoir faire des tableaux de bord simples, sans aller jusqu'au predictive analytics, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas d'usage, mais ils sont niches et ils viennent après une certaine maturité. Voilà, c'est une posture, on peut en discuter. Hein, mais... Ok, j'avance un petit peu, il me reste une dernière thématique. C'est l'aspect, qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure par quelqu'un dans l'audience. Donc c'est bien, on a commencé par ça, on va finir par ça. L'animation. Hein, comment finalement j'anime tout ça, parce que là finalement c'est moi par mon usage de Power BI qui vous oriente en vous disant il faut cliquer là, il faut cliquer là. Et est-ce que parfois on n'aurait pas la possibilité de faire des histoires autoporteuses hein, c'est-à-dire que l'histoire elle se raconte d'elle-même et on n'a même pas besoin de cliquer ou quoi que ce soit. Donc la réponse est oui, évidemment. Si je vous amène là, c'est que je vais pas vous dire non, la session est finie. Oui, on peut faire ça. Je vais vous montrer deux cas d'usage sur l'aspect un petit peu animation. Est-ce que vous vous souvenez, en tout début de démonstration, ça vous avait fait pas mal réagir. Attendez, je vais juste revenir 2 secondes dessus. Le nuage de points là, vous vous souvenez là où on visualisait les ventes et les budgets. Et bien devinez quoi? Si Internet fonctionne, on va pouvoir le rendre dynamique, ce nuage de points. Alors, je me mets dans la position d'un DAF, ok, ou d'un DG. Bon, il va avoir un clic à faire, vous me le pardonnez, un clic, ça va. Donc, je vais me mettre en, je suis en 2018, je vais me mettre en year to date, on va en vision cumulée. Ici, je dois être, je vais revenir, attendez, je vais juste vous préparer la chose. Oui, voilà, je suis sur la région PACA, j'ai dû filtrer en amont sur la région PACA, la plus belle région de France. Et donc, je suis sur un nuage de points interactif, dynamique, etc. Mais on va partir du principe que j'ai vraiment ce use case où je vais analyser mes magasins de la région PACA. Donc je ne vais pas vous refaire le descriptif de tout à l'heure, vous vous souvenez, chaque point est un magasin, le chiffre d'affaires, le budget. En fait, ce qu'on peut faire avec Power BI, c'est qu'on peut animer ce graphique. Et donc je vais pouvoir suivre l'évolution cumulée dans l'année 2018 par mois, du coup là vous voyez les mois défilent, de mes ventes versus budget par magasin. Et donc là je suis sur une histoire qui se raconte d'elle-même. Hein, j'ai juste eu à faire un clic et j'ai pas besoin d'aller filtrer sur tel mois, sur telle zone, sur tel machin. Si vous voulez, l'animation est native, elle est incorporée. Alors certains se disent peut-être, c'est gadget, pas forcément, on a des clients qui l'utilisent, et vous êtes peut-être aussi en train de vous dire, ça doit être super compliqué à programmer ce truc-là. Pas du tout, 0 ligne de code, visuel natif de Power BI. 5 drag and drop, bon modèle de données, ça marche. Voilà, je précise. Là, le but de cette session n'est pas de vous montrer comment faire ça, mais je vous rassure quand même là-dessus, c'est pas si compliqué. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, je vais pouvoir comparer les trajectoires. Par exemple, mes 2 meilleurs magasins là, sur la région PACA. Bah, si je clique, je vais pouvoir comparer leur trajectoire et voir qui se tire la bourre. Alors là, ce sont des magasins, prenez du recul, ça peut être des clients, des fournisseurs, des produits, des business units, des agences, peu importe. Voilà, donc là on est sur une histoire qui se raconte d'elle-même, qui est dynamique, qui est visuelle, qui est animée. Hein, le mot a été prononcé tout à l'heure par quelqu'un dans l'auditoire. Je vous montre un deuxième cas d'usage. Désolé, je vais un peu plus vite sur la fin. Sur les cartes, toujours. Pendant le deuxième confinement, oui, c'était le deuxième, je sais plus, oui, deuxième, c'est novembre 2020. Deuxième confinement, on sait plus de troisième, quatrième. On est au 9e là. Voilà. Donc, pendant le deuxième vrai faux confinement où on avait un couvre-feu, mais ça dépendait de la zone, bref, j'ai voulu représenter donc on va parler Covid,
le nombre de patients en réanimation pour 100 000 habitants. Donc comme ça me permet vraiment de comparer chaque département. J'ai exclu les dom-toms. Je me concentre uniquement sur la France métropolitaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce genre, je précise, on peut le faire, mais je ne l'ai pas fait là. Et donc, en fait, ce que j'ai fait ici, donc j'ai récupéré toutes les datas de tous les départements avec le nombre d'habitants et des patients en réanimation par jour. Et du coup, vous voyez ici, en haut, j'ai une petite frise. Et en fait, je vais pouvoir vous raconter l'histoire du premier et du deuxième confinement. Donc là, on a été confinés. Ça, c'était le premier confinement. On voit que globalement, l'épidémie se propage. Donc là, j'ai le nombre de cas en réanimation. Ça se désengorge. Là, ça fait déjà quasiment 2 mois qu'on est confinés. Hop, déconfinement à ce moment-là. La carte redevient blanche. On a quasiment plus de personnes en réa. Là, je vais un peu accélérer dans la frise parce qu'il se passe globalement plus rien pendant l'été. On commence à nous parler de masques, de vaccins, etc. Mais il n'y a plus de restrictions. Et puis là, vous allez voir, ça repart. Hop, d'une zone où ici, où il y a un certain professeur Raoult. Ça repart de là. Et puis en fait, vous allez voir que rapidement, ça va se propager sur les autres départements. Hop, ça devient rouge, ça devient rouge, ça devient rouge. Et puis jusqu'au moment où, boum, là, ça y est, on est reconfiné. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous ai raconté une histoire avec la donnée en ayant cliqué sur juste anime-moi la carte, quoi. C'est tout. Et derrière, ça se raconte tout seul et vous pouvez la commenter. Faites l'exercice. Si vous montrez ce genre de choses à vos managers ou à vos commerciaux, plutôt que de leur envoyer un PDF par email, je pense que vous verrez la différence en termes de réaction et d'engagement. Vous pouvez aussi vous en servir comme un challenge. Bon, là, je visualise des patients en réanimation, c'est pas très heureux comme KPI, mais vous pourriez utiliser d'autres choses et gamifier, hein, si vous voulez, les KPI et mettre en place des challenges. Voilà, bon, c'est juste une petite thématique. Christian, il me restait 5 minutes à me montrer un truc. Est-ce qu'on a le temps? Ou il est 12h15? J'ai pris beaucoup de questions, donc ça m'a un peu retardé, mais si vous voulez, on arrête là. J'ai un dernier truc à vous montrer. Mais... Allez, ok, on continue, on y va. Alors, ça c'est un type d'histoire qui est autoréalisatrice, qui est dynamique et qui est très adapté pour une audience que j'appellerais passive. C'est-à-dire des gens qui veulent pas trop avoir à cliquer ou à s'embêter, à rentrer dans le tableau de bord. Et finalement, juste en cliquant, on comprend ce qui se passe. Sauf que l'histoire, puisque cette thématique du storytelling, c'était la trame de cette présentation, finalement, vous avez certains utilisateurs en entreprise, soit pour checker des données parce qu'ils ne croient pas au visuel qui a été créé, soit parce qu'ils ont une certaine maturité dans la donnée, ils vont vouloir se raconter leur propre histoire. Donne-moi accès à la donnée et moi je vais me raconter ma propre histoire finalement. Je veux pas de ton storytelling, je veux pas de tes visuels que tu as préparés à l'avance. Moi je veux que tu me donnes accès à la donnée brute sous-jacente pour que je puisse me raconter ma propre histoire. Et c'est là où un outil de BI comme Power BI devient intéressant. C'est que Power BI, c'est pas seulement un outil qui permet de faire des jolies choses. Derrière, vous avez une vraie plateforme collaborative, on en a parlé, et décisionnelle. C'est-à-dire que les calculs que vous concevez, ils sont centralisés dans une espèce de base de données qu'on appelle vulgairement en BI, vous avez le mot, un cube, un jeu de données. Donc Power BI, vous allez concentrer ce qu'on appelle un jeu de données ici, et ensuite ce jeu de données, ce cube, vous allez pouvoir le partager à plusieurs personnes dans l'organisation pour qu'elles refassent toutes leur propre histoire, leur propre rapport, sur la base d'un même jeu de données qui est centralisé, managé, sécurisé, rafraîchi. Du coup, on évite les situations un peu absurdes en entreprise où chacun a sa propre version de l'histoire. On arrive en réunion et on ne comprend pas pourquoi le voisin, qui pourtant utilise le même export SAP que moi, il n'a pas le même chiffre. Ah oui, parce que moi, en fait, le chiffre d'affaires, j'exclus les codes Toto parce que je pense qu'en fait, dans Toto, il n'y a pas la TVA. Ouh là là. Là, on s'embarque dans des gros problèmes de gouvernance. Donc là, avec Power BI, vous allez pouvoir décentraliser les histoires tout en centralisant la donnée. Vous faites un socle, et ce socle, vous pouvez le partager à des utilisateurs qui ont une certaine maturité ou qui vont devoir monter en compétences. Et ces utilisateurs, ils vont pouvoir s'approprier votre socle pour se raconter leur propre histoire. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, je suis dans un outil que vous connaissez tous, je pense. Excel. Je suis contrôleur de gestion.
on m'a rapidement parlé de Power BI, mais j'ai pas encore le niveau pour moi-même me faire mes propres calculs, mes propres analyses, modèles. Par contre, j'ai quand même de la maturité pour triturer la donnée et j'ai envie de me raconter ma propre histoire sur, par exemple, les taxis à New York. J'ai quelqu'un dans mon entreprise qui s'appelle Tristan qui m'a modélisé un jeu de données très complexe sur les taxis où on s'est connecté à des API, on récupère 300 millions de lignes de tous les trajets de taxis à New York depuis 2017. Oui, on peut modéliser ça dans un outil comme Power BI et analyser des énormes volumétries de données. Je suis contrôleur de gestion et je vais aller ici dans Excel, c'est natif. J'ai un connecteur qui s'appelle Power BI et en 2 clics, je vais pouvoir construire un tableau croisé dynamique Excel connecté en live à un modèle Power BI qui a déjà géré toute la complexité technique. Ce qui veut dire que du coup, moi, utilisateur métier, je veux pas de l'histoire qui m'a été racontée par celui qui a fait le tableau de bord, je veux me créer ma propre histoire, mais à partir de données qui sont déjà là, qui sont propres, qui sont fraîches, qui sont mises en qualité. Donc je vais me connecter ici à mon jeu de données de taxi. Moi, utilisateur métier, je n'ai même pas conscience que derrière, il y a plein de tables, plein de volumétrie, plein de données. Ce que je veux juste, c'est exploiter l'information et me faire ma propre restitution. Donc là, j'ai un fichier Excel qui est connecté en live à Power BI. Vous remarquez que j'ai pas de données dans ce fichier, j'ai pas d'onglet avec tout. Il n'a pas exporté les données. Hein. La source de mon tableau croisé dynamique Excel, c'est le cube Power BI, l'espèce de gros jeu de données qui a été modélisé et qui a été mis quelque part dans un cloud chez Microsoft. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, allez, je veux voir par mois le nombre de voyages. Hop, vous voyez, là, croyez-moi, vous pouvez ne pas me croire, mais ici, une ligne correspond à un trajet. Donc là, mon utilisateur, il vient de ventiler 317 millions de lignes en une demi-seconde dans Excel. Et donc il peut se raconter sa propre histoire sur la base d'un modèle de données qui gère toute la complexité. Et faire sa restitution dans son outil favori, et ça peut être Power BI aussi. Hein. Dans Power BI, on peut en 2 clics dire « Ah, j'aimerais bien me refaire une restitution. Ben, je peux me connecter à un jeu de données qui a déjà géré toute la complexité et me raconter ma propre histoire, bénéficier de toutes les vraies fonctionnalités visuelles et analytiques de Power BI pour me raconter ma propre histoire. Donc c'est aussi ça le storytelling, c'est pas seulement de la data vis, de l'UI et de l'UX, c'est aussi comment je mets en place un socle pour permettre à d'autres utilisateurs dans l'entreprise de pouvoir avoir leur version de l'histoire qui correspond à leur réalité terrain, mais sur la base d'un socle, d'un jeu de données qui lui est bien commun, propre et universel. Alors je termine, j'avais d'autres choses à vous montrer, je voulais interroger en langage naturel le nombre de buts de Messi par mois, voilà, mais ça sera pour une autre fois, tant pis. Vous m'avez posé trop de questions, vous avez raté une analyse en temps réel avec du langage naturel pour savoir est-ce que Messi est fort ou pas, le joueur de foot, mais c'est pas grave. Alors quelques conseils, si vous voulez mettre en place ce type de démarche dans votre entreprise. 1. Péric l'a dit tout à l'heure, l'architecture. Vous vous souvenez le schéma qu'il vous a montré, moi je le représente parfois comme ça, l'iceberg, les différentes étapes d'un projet data. D'ailleurs j'ai trouvé ça intéressant que monsieur le maire qui était là juste avant, il a listé exactement mot pour mot ces étapes-là, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc les différentes étapes d'un projet data, ça évidemment, le storytelling, il vient quand même, il vient à la fin, quoi. Hein. Il vient une fois que le socle il a été mis en place. Donc, si demain vous voulez mettre en place le genre de choses que je vous ai montré aujourd'hui, bah, évidemment qu'il va falloir sérieusement réfléchir à comment je structure mes données, quelles données je récupère, quelle architecture data je mets en place. Voilà, ça c'est un point qui est fondamental. Les process aussi. Attention à ça. La data récolte les process que vous avez mis en place dans vos organisations. Si vous n'avez pas expliqué à vos commerciaux qu'il faut bien saisir la donnée dans un CRM, si vous n'avez pas expliqué à votre contrôle de gestion que le fichier Excel de budget template, il ne faut pas le toucher, parce que sinon ça va bugger, et bien la data elle ne marchera pas, il n'y aura pas de storytelling, il n'y aura pas de tableau de bord. Donc architecture, process, c'est fondamental si demain vous voulez aboutir à cette maturité pour vos tableaux de bord. Ensuite, on l'a dit, faire du contenu qui est adapté à vos utilisateurs, passif ou actif, engageant ou pas. Des rapports en entonnoir. Donc on va vraiment avoir une philosophie où on passe par de l'UX, d'une vision macro à une vision micro. Et puis le dernier conseil que je peux vous donner,
c'est que mine de rien, on est quand même sur une pratique, le storytelling qui est assez récente, qui est assez moderne, qui s'appuie sur des technologies modernes, Power BI par exemple. Donc soyez curieux aussi, c'est-à-dire que la plupart des choses que je vous ai montrées aujourd'hui n'existaient pas dans Power BI il y a 2 ans. Donc si j'étais venu vous faire cette présentation sur le storytelling il y a 2 ans, et je la faisais déjà d'ailleurs à l'époque, bah, je montrais des choses complètement différentes. Alors ça ne veut pas dire que la session était moins intéressante, enfin, j'espère pas, mais disons que bah, je continue d'adapter le contenu en fonction de ce qui sort dans le produit, et c'est là où bah, il y a un devoir aussi d'honnêteté intellectuelle et de curiosité à avoir chez vous, les utilisateurs, je veux mettre ça en place, mais il faut que je regarde comment ça évolue et quels outils me permettent ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette session, j'espère que ça vous a plu, on peut rester en contact, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, sur Twitter, j'ai une chaîne YouTube, voilà, donc n'hésitez pas, j'espère que ça